nouveaux spectateurs qui nous ont rejoints pour cette conférence. On poursuit ces conférences avec la journée de la santé. Et cette fois-ci, c'est le professeur Scholler qui est avec nous, qui est professeur au CHU. C'est pas la première fois que vous venez, hein, professeur Scholler. Hein. Vous êtes une habituée de ces éditions. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et puis vos missions au sein du CHU ? Donc, je suis effectivement Céline Scholler, je suis gynécologue obstétricien avec une activité plutôt quand même chirurgicale. Je suis au CHU depuis 25 ans, un peu plus même, et je le dirige depuis 15 ans. Voilà, je m'occupe de chirurgie en particulier, mais avec un intérêt particulier pour le cancer. Qu'il soit mammaire ou plutôt pelvien, et un développement pour les cancers pelviens d'une activité forte en robotique qui se développe un petit peu de partout. Voilà, aujourd'hui je dois vous parler normalement des cancers de la femme et comment les prévenir. Voilà. Donc, ça reste dans ma thématique a priori. Donc effectivement, c'est dans votre thématique, vous êtes la spécialiste du sujet, donc les cancers chez la femme, comment les prévenir. On va dérouler cette conférence en 2 temps, vous allez nous en parler, puis après on vous laissera la parole, chers membres du public, pour que vous puissiez poser quelques questions à notre spécialiste présent sur scène aujourd'hui. La parole est à vous, professeur Scholler. Voilà, donc je dois vous parler des cancers de la femme et comment les prévenir. Donc les cancers de la femme, lesquels en fait on a le plus fréquent des cancers, eh bien, est un cancer qui concerne la femme puisque c'est le cancer du sein. Mais il y en a également d'autres. Le cancer du col de l'utérus et de la vulve, on va quasiment pas aborder la vulve parce qu'il est rare. Et parce que les facteurs de risque sont exactement les mêmes que ceux du cancer du col. On a également le cancer de l'utérus, vraiment, donc du corps de l'utérus, on y reviendra, et le cancer de l'ovaire. En quelques chiffres, on va parler d'abord du cancer du sein. Donc, c'est le premier cancer de la femme, c'est la première cause du coup de décès par cancer des femmes, simplement parce que c'est le plus nombreux, donc forcément. Voilà. Il y a à peu près autour de 60 000 nouveaux cas par an de cancer du sein en France. C'était en 2018, c'est des chiffres qui sont stables. J'ai arrondi à la fourchette haute, mais ce n'est pas parce que ça augmente. C'est une femme sur 8. L'âge médian au moment du diagnostic, il est autour de 60 ans, avec quand même 80% des femmes qui ont plus de 50 ans lorsqu'on découvre le cancer. Donc ça veut dire qu'il y en a quand même une bonne part, 20%, qui vont se découvrir un cancer du sein alors qu'elles n'ont pas encore débuté la période de dépistage. Donc il faut être vigilant tout le long de la vie de la femme. Donc l'incidence entre 1990 et 2018, donc c'est le nombre annuel de nouveaux cas. L'incidence de cancer du sein chez la femme a presque doublé et c'est passé de 30 000 à 60 000 avec une hausse de 1,1% en moyenne. On reviendra sur pourquoi il y a cette hausse. Il y a eu une petite baisse plus récente. En quelques chiffres, donc ça, je vous ai dit, c'est la première cause de décès, environ 12 000 décès par an. Il y a une baisse, par contre, de ces décès, et ça se maintient dans le temps. La survie du cancer du sein reste très bonne. Elle est de 87%, tous stades confondus. Quand on parle de survie, c'est de survie à 5 ans. Elle baisse évidemment un petit peu à 10 ans, elle passe en 76 ans, mais parce qu'il y a dedans un certain nombre de patientes qui vont mourir d'autre chose. Donc c'est une évolution tout à fait normale et un peu attendue, de baisser évidemment au bout de quelques années. Alors qu'est-ce qu'on peut faire pour prévenir ce cancer du sein ? Donc il existe le dépistage organisé. Ce dépistage organisé, il existe depuis 2004, ce qui correspond à peu près au moment où on voit un peu une ascension. C'était dans les années 2000. En fait, il est devenu un dépistage organisé.
Donc ça permet aux femmes, dans la tranche 50 jusqu'à 74 ans, je reviendrai sur cet âge de 74 ans, elles sont invitées par courrier à bénéficier tous les 2 ans d'un dépistage de qualité. Les mammographies sont relues, il y a une double lecture, d'où l'intérêt de ce dépistage. Il y a une première lecture par le radiologue de votre choix qui est obligé d'envoyer au centre de relecture, et c'est la double lecture. Ça permet de détecter en moyenne plus de 6% des cancers qui sont non décelés à la première lecture. Donc il y a un gain de cette deuxième lecture. C'est pour ça qu'on incite beaucoup les patientes à bénéficier de ce dépistage, pour pouvoir bénéficier de ce rattrapage par un second radiologue. Donc pourquoi est-ce qu'il a été mis un dépistage organisé? Bien parce que ça permet d'améliorer la qualité des soins, d'améliorer l'information déjà, et ça réduit la mortalité par cancer, parce que si on dépiste un cancer, il y a des détracteurs au dépistage qui disent oui, mais on va en trouver plus. Ben, oui, on va en trouver plus, et c'est le but du jeu. D'où l'augmentation du nombre de cas de cancer. Simplement, on les découvre beaucoup plus tôt, à une période où on peut les traiter, pour faire partie des 87% qui seront parfaitement bien après. Donc c'est là tout l'intérêt. Et c'est pour ça qu'on a baissé la mortalité, parce qu'on les a dépistés beaucoup plus tôt. La population cible, c'est la population 50 à 74 ans. C'est pourquoi cette tranche-là? Parce que c'est là où on montre un gros bénéfice à faire ce dépistage, parce que c'est la période cible du cancer du sein, c'est là où il est le plus fréquent, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas avant, je vous l'ai dit, 20% au moins de 50 ans, et ça ne veut pas dire que ça s'arrête à 74 ans. À 74 ans, c'est le dépistage qui change un petit peu, on ne devient pas dans du dépistage organisé, il n'y aura plus d'invitation, on passe dans du dépistage individuel, et ça c'est oublié. C'est oublié par les médecins généralistes qui théoriquement doivent prendre le relais, mais qui oublient de faire ce dépistage. Donc, à partir de cet âge-là, ça ne s'arrête pas. Il faut bien continuer cette mammographie tous les 2 ans. Ça concerne évidemment entre 50 et 74 ans des patientes qui sont totalement asymptomatiques. Elles ne se sont pas senties une boule. Là, elles sortent du dépistage organisé. Elles n'ont évidemment pas de facteur de risque particulier parce que là, il y a d'autres modalités de dépistage. Donc, comment ça se passe ce dépistage organisé? Donc, c'est de 50 à 74 ans, donc c'est tous les 2 ans. On reçoit une invitation pour faire ce dépistage avec une mammographie qui va être en double incidence avec également un examen clinique qui est également fait partie de ce dépistage. Il va y avoir une double lecture avec des radiologues évidemment qui ont l'agrément pour le faire. C'est pris en charge à 100%. Il n'y a même pas besoin de faire quoi que ce soit, à part donner le papier d'invitation. C'est une démarche qui est de qualité et qui est encadrée évidemment. Ensuite, il existe des cas où il faut aller vers un dépistage qui va être individuel. Ces cas-là, c'est les patientes qui sont à risque très élevé de cancer. Donc c'est des patientes pour lesquelles on sait qu'ils sont porteurs d'une mutation et cette mutation va les exposer au risque de faire un cancer. Donc on parle de prédisposition génétique, c'est des patientes qui vont avoir des mutations qui figurent ici, BRCA, BRCA2, etc. C'est des patientes qui sont connues pour avoir ces mutations. Pourquoi elles sont connues? Eh bien parce qu'il y a une histoire familiale. Dans la famille, il y a déjà eu des cas semblables. Ça a donné lieu à la recherche d'une mutation et ensuite au dépistage des apparentés. Donc, quand on a une histoire familiale qui nous amène à ces prédispositions, le risque de cancer est très élevé dans ces populations-là. Dans les patientes qui sont mutées, on sait qu'elles ont un risque de cancer de l'ordre de 80%. Ensuite, vous avez des histoires familiales, des patientes qui ne sont pas mutées, voilà, mais malgré tout, il y a tout un tas de cas dans la famille.
Ces patientes, elles ne sont pas mutées, en tout cas pas mutées avec quelque chose qu'on connaît aujourd'hui. Mais c'est peut-être une mutation BRCA 25 qui sera découverte dans 25 ans. Donc ces patientes ou ces familles qui sont fortement à risque, quand même, doivent être traitées ou considérées comme les patientes qui sont mutées. Pourquoi? Parce qu'on sait que ces patientes, alors qu'il n'y a pas la mutation, ont quand même 4 fois plus de risques de développer un cancer par rapport à la population générale. Qu'est-ce qui est également des femmes à risque très élevé? C'est des patientes qui ont une irradiation, donc qui ont déjà eu de la radiothérapie au niveau du thorax. En particulier, ça se fait pour les lymphomes qu'on fait éventuellement dans l'enfance. Donc ça, c'est des populations cibles très importantes où le risque, on le sait, est majeur d'avoir un cancer du sein. Et donc, ça doit donner lieu à un dépistage avec un examen clinique qui est tous les 6 mois à partir de 30 ans, une IRM mammaire annuelle, une mammographie bilatérale et échographie tous les ans également. Pour ce qui est de l'IRM, ça s'arrête à 65 ans. Pourquoi ça s'arrête à 65 ans? C'est que ces patientes, alors qu'elles sont à très haut risque, si elles n'ont pas fait de cancer avant 65 ans, pourquoi? C'est que parfois, elles ont déjà eu une chirurgie prophylactique, déjà. Et la deuxième raison, c'est que si elles ne l'ont pas fait, c'est qu'elles ne le feront probablement pas. Et donc, on continue les mammographies quand même, puisqu'on le continue dans la population générale, donc il n'y a pas de raison, mais on arrête les IRM à 65 ans. Ensuite, on a toute une autre frange de population qui est quand même à risque élevé. C'est des patientes où on considère que leur risque va être entre 2 et 4 fois celui de la population générale. Elles n'ont pas de mutation, elles ont des familles, pour pouvoir dire qu'elles sont à risque élevé. C'est des familles quand même, mais il n'y en a pas tout autour du ventre. Ça va être par exemple la mère, ça va être la mère et la tante, mais il n'y a pas de mutation. Donc ce n'est pas énormément de cas de cancer, mais il y en a quand même. Donc ces patientes sont à risque quand même élevé. Donc pour elles, c'est un examen clinique annuel à partir de 40 ans. Et c'est des mammographies bilatérales avec 2 incidences plus échographie qu'on commence entre 40 et 49 ans. Pourquoi 40-49 ans? Parce qu'en général, on doit commencer 5 ans avant l'âge du premier cancer de cette famille-là. Voilà. Donc c'est dans ces eaux-là. Puis après, bien entendu, elles vont rentrer dans le dépistage organisé pour pouvoir bénéficier de la double lecture, encore une fois. Donc, comment ça se passe une mammographie? Une mammographie, ce n'est pas très agréable. Voilà. Donc, il faut le savoir. On n'y va pas, waouh, super. Non, ce n'est pas très agréable. Ça reste l'examen de référence. C'est un examen qui va se faire face-profil. Je ne sais pas si c'est un pointeur ou pas, dans le doute. À gauche, en bas à gauche, c'est la face, et vous avez une grosse lésion au niveau de cette face. Au milieu, c'est un profil, et à droite, c'est encore une face. Là, la mammographie, donc on comprime le sein entre 2 plaques pour vraiment bien l'étaler, et là, on est en train de faire une face. Quand on fait le profil, on le met dans l'autre sens pour plaquer. Que regarde le radiologue? Il va regarder s'il y a des microcalcifications. Donc c'est des toutes petites points blancs, très blancs à l'intérieur du sein. On va regarder s'il y a une opacité spiculée. C'est typiquement le gros truc blanc en plein milieu à gauche. Et puis on va regarder s'il y a des distorsions architecturales. Ça c'est un terme qui est très compliqué à expliquer, mais en gros le sein n'est pas tout à fait pareil que de l'autre côté. Ensuite, ça peut être couplé à l'échographie. Quand on est dans les patientes qui sont à très haut risque ou à risque, on va dire, intermédiaire, ces patientes auront écho et mammo. Pour les patientes qui sont dans le cadre du dépistage organisé, elles vont avoir une mammographie double incidence, et si jamais cette mammographie est difficile à interpréter parce que le sein est très dense, c'est aussi d'ailleurs la raison pour laquelle on ne commence pas avant 50 ans. J'ai parfois la question pourquoi on ne commence pas avant, parce qu'avant, le sein des dames sont en général pas ménopausées. Le sein est très dense et donc difficile à interpréter en mammographie.
Et donc parfois, quand le sein reste dense après 50 ans, eh bien, on peut être amené à ajouter une échographie, ou quand les patientes sont à très haut risque. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Eh bien, des nodules qui vont être plus ou moins échogènes, à des contours irréguliers. Le grand axe, ça c'est presque plus pour un court, il est différent de l'axe des lésions bénignes. Et on va regarder également le creux axillaire, c'est très important. Et on va regarder s'il y a des anomalies au niveau de ce creux axillaire également. Alors pourquoi faire ce dépistage? Parce que détecter à un stade précoce ce cancer, eh bien, on a de très grandes chances de le guérir. À peu près 9 cas sur 10 seront totalement guéris de ce cancer dépisté à un stade précoce. Chez ces populations-là, on observe qu'à 99% de survie à 5 ans pour un cancer dépisté à un stade précoce. Alors que c'est seulement 26% lorsque c'est détecté de façon tardive. D'où l'intérêt de ce dépistage. Les analyses qu'on a encore à ce jour nous permettent d'estimer que par ce dépistage, on a une réduction de la mortalité par cancer du sein qui est de l'ordre de 15 à 20%. Alors, quid de l'autopalpation? Oui, non, non, oui. L'autopalpation, ce qui est difficile, c'est que c'est un examen qui peut être difficile pour la patiente qui n'a pas tellement forcément l'habitude. Donc, qu'est-ce qui est le plus important? Pas de se focaliser sur l'examen mammaire de façon très approfondie comme pourrait faire le médecin, mais c'est d'observer tous les changements. Qu'est-ce qui se passe dans le sein? Vous avez l'habitude de vos seins. Sous la douche, vous regardez vos seins, vous palpez vos seins forcément sous la douche. Et c'est ce qui va être différent par rapport à d'habitude. C'est ça qui doit éventuellement interpeller. Donc vous pouvez déjà regarder l'aspect général du sein. Il faut regarder les changements de l'aspect de la peau. Si éventuellement il y a des rougeurs, s'il y a une petite grosseur, ou au contraire s'il y a une petite ride sur la peau. On parle de dépression. Au niveau du mamelon également, il faut regarder, voir s'il n'y a pas une petite croûte qui se forme dessus, s'il n'y a pas un petit écoulement qui se forme dessus, s'il n'y a pas un petit creux au niveau de ce mamelon. Cet examen, il va se faire bras en l'air et on va vérifier tout changement lorsqu'on bouge le bras éventuellement. Puis ensuite, il faut essayer de palper la totalité de la glande. Et c'est ça qui est parfois difficile, d'essayer d'apprécier la différence entre quelque chose qui est tout mou ou un petit peu plus dur. Donc si on perçoit un changement, quelque chose qui est différent, il ne faut pas hésiter à aller voir son médecin et après, on verra. C'est peut-être rien du tout, mais il vaut mieux vérifier. Voilà pour le sein. Pour le cancer du col, qu'est-ce qui existe? Le cancer du col, il a un facteur de risque qui est fondamental, c'est le papillomavirus. Il n'y a pas de cancer du col sans papillomavirus. Il n'y en a pas. Donc c'est le papilloma, et l'autre facteur de risque, c'est le tabac. Nous pouvons agir sur ces deux points sans aucun problème. Le tabac, des fois, c'est plus difficile. Mais voilà, on peut. Donc qu'est-ce qui existe comme prévention? Extrêmement simple, la vaccination, le dépistage et l'arrêt du tabac. Donc depuis 2004, depuis 2024, il existe même pour le frottis un dépistage organisé aussi. Donc les femmes reçoivent une invitation à faire leur dépistage avec un frottis qui sera fait entre 25 et 30 ans. Puis, à partir de 30 ans, c'est des autres modalités de dépistage avec un typage. Donc on va rechercher le virus spécifiquement. Donc c'est un programme qui est national, qui a pour but évidemment de réduire le nombre de cancers du col et la mortalité de ce cancer. C'est évidemment gratuit, etc. Donc le dépistage, il a été défini avec des modifications sur les modalités de dépistage. C'est pour ça que de temps en temps, vous n'entendez pas forcément parler de frottis
mais on parle de test HPV, donc on recherche ce virus. Je vous ai dit, il n'y en a pas sans virus, donc on recherche ce virus. Il est absent, contrôle dans 5 ans. Il est présent, contrôle l'année d'après, enfin, où il y a d'autres modalités, mais ça, votre médecin vous l'expliquera. Les infections à papillomavirus, donc déjà, c'est un virus qui est extrêmement répandu, contagieux. D'accord ? Il est transmis lors des rapports sexuels, mais pas que. Ou alors, parfois très minimes, comme rapport sexuel. Donc ça se transmet principalement par les organes génitaux externes, mais également au niveau de la bouche. Donc soit par éventuellement par le partage de jouets, etc. Et il peut y avoir éventuellement au moment de l'accouchement. Ces zones de contamination sont du coup les mêmes zones des principaux cancers liés à l'HPV. Donc vous avez des cancers, bien sûr, qui touchent la femme avec le vagin et le col, mais également, et pour les hommes et pour les femmes, la bouche, la gorge, l'anus et le pénis pour l'homme. Donc qui est concerné par ces infections? Eh bien les hommes et les femmes. On dit même que c'est 100% des hommes. 70 à 80% environ, donc des hommes normalement des hommes et des femmes sont ou ont rencontré l'HPV. Donc c'est un virus extrêmement fréquent. Ces d'HPV vont avoir pour conséquence donc à peu près 6 cancers qui sont liés à ce virus dont on a déjà parlé auparavant. Et quand même une bonne majorité concerne une nouvelle fois la femme. Dans la prévention, le préservatif c'est important, oui, mais il est présent au niveau de la vulve, il est présent au niveau des mains, il est présent au niveau de la bouche. Ça devient compliqué de mettre un préservatif un peu de partout. C'est pour ça que, oui, il est important, on ne va pas dire qu'il ne faut pas en mettre, mais ça ne marche pas pour prévenir l'HPV. Donc la transmission, elle est possible, même en l'absence de pénétration, simplement parce qu'il est présent sur la peau et sur les muqueuses. Il est donc possible par les simples caresses. Donc, et sur toutes les zones qui ne sont donc pas couvertes par le préservatif. Donc qu'est-ce qui existe? Eh bien, on a des recommandations vaccinales. Malheureusement, la France a pris la décision d'obliger la vaccination à 11 vaccins chez l'enfant, et ils ont évidemment enlevé celui-ci. Évidemment, c'était trop simple de le rajouter pour en mettre un 12e. Non. Donc la France a eu énormément de retard sur cette vaccination HPV, ce qui est fortement dommage pour la population française. Donc il y a des recommandations vaccinales pour vacciner les garçons et les filles entre 11 et 14 ans avec une zone de rattrapage qui est entre 15 et 19 ans révolus, c'est-à-dire la veille des 20 ans, ou avec ces vaccins dans ces modalités-là où c'est complètement remboursé. Ce qui est important, c'est qu'il faut initier cette vaccination indépendamment de l'âge, et indépendamment du début de l'activité sexuelle. Idéalement, il faut arriver avant. Ce qu'on sait en plus sur la vaccination, d'une part, elle est extrêmement efficace, mais en plus, elle est parfaitement bien tolérée. On a des pays qui font de la vaccination depuis des années et des années, au point que dans un pays d'Australie, qui ont été les tout premiers à mettre en place les vaccinations de façon obligatoire sur l'ensemble de la population, dans ce pays-là, on a montré une réduction du nombre de cancers par un simple vaccin. Alors par qui? Médecins, pharmaciens, infirmiers, sages-femmes, maintenant tout le monde peut faire ce vaccin, donc il faut aller n'importe où. Vous savez aussi qu'il y a également des vaccinations qui ont été mises en place au collège. L'impact, on le sait, ça réduit du coup les lésions précancéreuses, ça
on le sait depuis longtemps, du coup, c'était le premier impact qui a été mesuré avec les vaccinations. Et puis, dans des pays qui le font depuis longtemps, on réduit l'incidence des cancers. Donc l'impact, il est noté ici, mais vous voyez, moins 88%, moins 53% pour ces vaccins-là. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Le tabac, il va diminuer l'immunité, il va favoriser la persistance des virus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, on arrête le tabac, mais ça, c'est pas une nouveauté. Cancer de l'endomètre, c'est bon. Le cancer de l'endomètre, le facteur de risque, essentiellement, c'est l'obésité. Il y a des antécédents familiaux qui vont rentrer dans ce qu'on appelle le syndrome de Lynch. Le syndrome de Lynch, c'est un syndrome qui fait intervenir des cancers du côlon, des cancers de l'endomètre et des cancers du rein. Quelle prévention on peut faire sur le cancer de l'endomètre? Ben déjà, de s'inquiéter si on a des saignements. Les saignements peuvent être peu abondants, ça peut même être parfois qu'une seule fois, mais après la ménopause, il n'y a aucune raison de saigner. Aucune raison. Un saignement après la ménopause doit vous amener chez votre médecin. Même une goutte, une fois, un jour. Le médecin, il fera ce qu'il a à faire, une échographie en particulier, puis en fonction de ça, il vous adressera au gynécologue obstétricien. Enfin, obstétricien, il n'en a pas trop besoin. Il faut choisir plutôt un chirurgien. Que faire de plus? Ben, le poids. Il faut essayer de faire attention au poids, pratiquer de l'activité physique. Cancer de l'ovaire, c'est le cancer gynécologique qui tue le plus. Pourquoi? Ben parce que justement, il n'y a pas beaucoup de prévention. Il est sournois, elle augmente cette fréquence des cancers, ça peut toucher des femmes jeunes aussi. 14% ont moins de 50 ans au moment de le diagnostic. Non. Il n'y a pas de prévention, pourquoi? Parce que à peu près seulement 10% des cas ont une cause génétique. Donc c'est les mêmes mutations que vous avez pour les cancers du sein, BRCA1, BRCA2, qui vont exposer au risque éventuellement de cancer de l'ovaire aussi. Donc dans ces cas-là, il y aura une consultation d'oncogénétique, mais en dehors de ça, il n'existe pas de dépistage fiable pour le cancer de l'ovaire. C'est pour ça qu'on a beaucoup de mal à le prévenir. Donc il faut faire attention à tous les symptômes, c'est à peu près tout ce qu'on peut faire. Donc s'il y a des symptômes de type ballonnement, gonflement du ventre, des douleurs, l'apparition des troubles de la digestion, etc., eh bien il faut consulter son médecin. Il y a chez les patientes qui ont muté quand même des gestes qu'on peut faire pour prévenir, qui est la chirurgie prophylactique éventuellement. Donc on enlève les ovaires. Donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour réduire, pour conclure, parce que c'est la dernière diapo. Donc vous pouvez réduire votre risque personnel par un certain nombre de choses et en changeant quelques habitudes. Ben déjà, fumez pas, mais ça c'est pas nouveau, ça fait longtemps qu'on le dit. Il faut essayer de manger à peu près équilibré. Il faut pratiquer une activité physique pour essayer de garder un poids à peu près correct. Limiter la consommation d'alcool parce qu'il va jouer sur le poids. Il faut protéger éventuellement votre peau du soleil, ça c'est dans les mesures générales pour prévenir le reste des autres cancers. Et puis il faut vérifier les antécédents dans la famille, en tout cas en parler à votre médecin des antécédents de cette famille. Il faut être attentif au tout changement au niveau de votre corps, que ce soit les seins, mais également on a vu pour les autres symptômes. Et puis vaccinez-vous. Voilà, merci.